A-t-on des pistes sur comment faire évoluer les modèles économiques des grandes entreprises pour les adapter au changement climatique? Qui réfléchit à ces problématiques sur place? Pour l'adaptation au changement climatique. Exactement. Sujet adapté. Alors, je suis désolé, là, je suis en plein conflit d'intérêts, là. Parce que Carbone 4 fait ça. Alors oui, on avait dit pas de pub, mais on va en faire quand même. Non seulement Carbone 4 fait ça, mais Carbone 4 a développé une méthode de référence qui s'appelle OCARA, qu'on a mise dans le domaine public, parce que tout ce qu'on développe est dans le domaine public, qui sert précisément à regarder ça. C'est une analyse par processus. En fait, c'est le pendant du bilan carbone, mais pour la question des impacts physiques du changement climatique. On regarde tous les processus dont une entreprise dépend, et on regarde en quoi le réchauffement climatique est susceptible de perturber ces processus à l'avenir. Et dans les processus dont une entreprise dépend, il y en a plein qui n'ont pas nécessairement de contrepartie comptable dans l'entreprise. Par exemple, je ne pense pas que KPMG est une contrepartie comptable ici pour l'existence de la voirie qui permet aux gens de venir travailler dans cette tour. Pourtant, c'est un processus nécessaire. Voilà. Vous n'avez pas un processus, une identification très claire dans la comptabilité du fait que les toilettes fonctionnent toujours. Pourtant, je vous assure que s'il n'y a plus de toilettes dans cette tour, la tour devient inutilisable. Bon. Etc. etc. Et un des trucs... Regardez tous ces processus-là. Oui, absolument. On commence par... C'est une méthode de screening des processus. Et ensuite, voilà, c'est un truc qui... Ça marche très bien. Hein, il y en a qui doivent être très... Et comme on est des gens sympas, on forme nos concurrents même. Donc, ouais. on a une formation au CARA qui est disponible pour les gens qui veulent. Voilà, donc ça c'était, mais ça n'a rien à faire. Voilà, je suis désolé, hein, j'étais obligé de faire une réponse. Et je pense très sincèrement qu'on fait partie des pionniers parce qu'aujourd'hui, on ne connaît pas de méthode concurrente Après, il y a des gens qui sont spécialisés dans des secteurs d'activité et qui depuis longtemps travaillent dans les secteurs d'activité. Pour adapter certains mais à ce moment, ils sont spécialistes de leur propre secteur d'activité et en général sur la vue directe des actifs. Ils ne regardent pas les processus externes aux actifs dont les actifs peuvent éventuellement dépendre. Ok, alors on va arriver au bout de cette soirée. Et malheureusement, non, parce qu'il nous reste encore une question, parce que nous avons le temps. Donc la dernière question, avant la question de Céline, c'est la vraie puisque nous avons le temps et que nous sommes en avance. Donc la dernière question du public est: comment expliquer aux actionnaires qui ne vivent que dans le présent à 3 ans de prendre des décisions pour protéger le futur à 30 ans? Là, la puissance publique, tu l'as dit. Vous leur expliquez pas. C'est à la puissance publique de décider de faire en sorte que les règles permettent de réfléchir à plus long terme. C'est juste ça. Bon. Le système actuellement en place, qui ici a de l'assurance vie? Il n'y en a pas beaucoup, tous les autres, ils n'osent pas le dire. Au moment où on vous a fait signer votre contrat d'assurance vie, on vous a dit c'est vachement intéressant, ça va vous ramener 2,5%. Donc le début de la pression actionnariale, elle est là. Ouais. Elle est là. Elle est juste là. Qui est l'épargnant en dernier recours qui se planque derrière BlackRock, qui se planque derrière Vanguard, qui se planque derrière Amundi et qui se planque derrière AXA? C'est vous. L'épargnant en dernier recours, c'est un individu, un particulier, éventuellement une trésorerie d'entreprise, mais c'est surtout un particulier, qui épargne pour sa retraite ou qui a placé ses éconocrocs et qui dit pour ma retraite et les éconocrocs, je veux la sécurité de mon capital et je veux du rendement. Et voilà, donc c'est ça, il est là le début de la pression. Alors évidemment, derrière, il y a quelques intermédiaires qui en profitent encore plus, mais le début du système, il est là. Ce qu'on conseille, si je peux faire une petite parenthèse, depuis que je fais le métier que je fais, c'est-à-dire bénévolement président du Shift Project, mais salarialement à Carbone 4, on a quand même constaté que les entreprises qui se projetaient dans un temps plus long avaient en général des caractéristiques qui les poussaient dans cette direction. Et il y en a 2. La première, c'est un actionnariat non financier. Donc familial peut-être? Familial, absolument. Les sociétés... Alors, bon, il y a quelques exemples où c'est allé dans le sens inverse. Voilà, un monsieur dont le nom commence par Laga et se finit par... Non, je ne dirai pas la fin. Qui n'a pas été un exemple de bonne gestion sur le temps long de son patrimoine. Mais globalement, on constate quand même que ça les pousse vers le temps long.
Et la deuxième catégorie, c'est les entreprises dont l'activité elle-même les met en contact avec des infrastructures du temps long. Donc des gens qui gèrent des objets ou des infrastructures qui vont durer très longtemps. Des mines, des bâtiments, des centrales électriques, etc. Quand on a affaire à ces gens-là, on a globalement, je dis bien globalement, évidemment il y a des exceptions, mais globalement des gens qui sont quand même spontanément un peu plus poussés vers le temps long. À l'inverse, quand on a affaire à des gens qui sont, dont le capital est très éclaté, des grands groupes, les grands groupes, etc., où vous avez 80% ou 90% du capital qui est du flottant, et des entreprises qui sont très proches de cycles rapides, dans la grande consommation, dans ça, etc. À ce moment, c'est des gens qui ont énormément de mal à se raccrocher à nos sujets. Voilà. C'est un peu caricatural, un peu à la serpe, hein, mais quand même, il y a quelque chose... Il y a un sujet de taille et un sujet de gouvernance, oui. Carbone 4, on a eu pas loin de 1000 clients. Maintenant, on peut commencer à faire un peu de statistiques. C'est une règle du pouce qui n'est pas complètement stupide. Voilà. Il faut bien voir qu'avec le nucléaire, ce qui est compliqué, c'est de faire une centrale. Par contre, faire fonctionner un réseau avec du nucléaire, c'est très simple. Avec des éoliennes et du solaire, c'est l'exact inverse. C'est-à-dire faire un panneau ou faire une éolienne, c'est simple. Faire un réseau complet avec que ça, c'est très compliqué. Du reste, personne n'y arrive pour le moment. Un réseau d'électricité. Oui, oui, puisque l'Allemagne aujourd'hui, par exemple, juste pour donner un exemple, l'Allemagne avait 100 gigawatts. Dans un réacteur nucléaire, sa puissance, c'est à peu près 1 gigawatt. Hein. D'accord, l'Allemagne avait 100 gigawatts de puissance pilotable électrique en 2002. C'est-à-dire, si j'ajoute ce qu'il y avait en charbon, en gaz, en nucléaire, en hydroélectricité, c'est-à-dire des centrales où je tourne le bouton et j'en ai plus, en gros, hein, j'ai pas besoin qu'il y ait du soleil, j'ai pas besoin qu'il y ait du vent, il y avait 100 gigawatts. En 2022, il y avait toujours 100 gigawatts de puissance pilotable, auxquels ils ont rajouté à peu près 150 gigawatts d'éolien et de solaire. Et ils ont été obligés de garder la puissance pilotable, tout simplement parce qu'ils ont besoin d'un backup. Quand, typiquement, en ce moment, si vous avez regardé, par exemple, ce qui se passe en Allemagne là, depuis quelques jours, c'est l'hiver, il n'y a pas beaucoup de soleil, et on est en conditions anticycloniques, c'est pour ça qu'il fait froid, il n'y a pas beaucoup de vent. Et donc, le facteur d'émission de l'électricité allemande, ces derniers jours, était quasiment aussi élevé que celui de la Pologne. Tout simplement parce qu'à ce moment-là, et on ne sait pas stocker des grandes quantités d'électricité en intersaisonnier. C'est-à-dire, on sait le faire dans la journée, il n'y a pas de problème, avec des batteries. J'ai le soleil la journée, j'allume mon frigo la nuit, ça pose pas de problème. Par contre, j'ai plein de soleil en juillet et je veux consommer cette électricité en novembre, ça c'est très compliqué aujourd'hui, personne ne sait faire ça à large échelle. Donc ce qui est compliqué avec les renouvelables, c'est de faire fonctionner un système complet grâce à ça. Et la bonne question, c'est si je veux un système complet, est-ce que j'irai plus rapidement avec du nucléaire ou est-ce que j'irai plus rapidement avec des renouvelables ? Mais je parle bien d'un système complet. Ouais. C'est ça la difficulté. Alors après, évidemment, on peut avoir des nuances de gris. Par exemple, tant qu'on garde les centrales à gaz et à charbon européennes, rajouter des éoliennes et des panneaux solaires, ça permet de moins s'en servir et donc ça fait baisser les émissions. Donc ça, c'est toujours bon à prendre. Mais ça ne permet pas de viser un système totalement débarrassé du gaz et du charbon, parce que pour ça, on a besoin de supprimer totalement les capacités pilotables que pour le moment on a en backup, et de les remplacer par autre chose. Et encore une fois, je dis, pour le moment, il y a des scénarios qui disent on peut peut-être y arriver, il n'y a pas de démonstration par les faits, et en fait, les mêmes qui font les scénarios le lundi vous disent le mardi, Hartung, il y a 4 conditions à remplir pour que ça fonctionne et on n'est pas du tout sûr d'y arriver. Ok, mais ça répond pas. Ok. Ça répond pas à la question du délai. L'agir maintenant parce que versus le délai, des centrales prêtes dans 10 à 12 Oui, mais parce que ce que je suis en train de répondre, c'est que ce même argument se retrouve pour la production décarbonée à base de solaire et d'éolien. C'est le même argument. À terme, c'est-à-dire que si ça met 10 ans de construire la première centrale, puis après qu'on sait les construire une tous les 4 ans, parce que vraiment on a vraiment la trouille et qu'on se dépêche, bah, il faut regarder le plan complet, parce que construire un réacteur, on s'en fout, il n'y a aucun intérêt de construire un réacteur. Oui, d'ailleurs là il y en a 14. D'accord, ouais. C'est où on en construit 50 ou on s'amuse avec un, mais je veux dire, bon. Alors, si on regarde le système complet, d'abord il y a un premier truc qu'on peut faire, c'est de prolonger les réacteurs existants, donc ça donne du temps. Quoi qu'on fasse derrière, qu'on fasse des éoliennes, qu'on fasse des réacteurs, etc., de toute façon, ça donne du temps. Et ça, c'est quelque chose qui est techniquement faisable. Alors, ça ne sera pas faisable statistiquement sur les 50 réacteurs qu'il y a. Il y en a bien 1 ou 2 qu'on va devoir arrêter avant 60 ans, ou 3 ou 4, j'en sais rien. Mais il y en a un certain nombre, probablement la grosse majorité, qu'on va être capable de faire fonctionner à 60 ans. Et même un certain nombre qu'on pourra faire fonctionner encore plus loin. Parce qu'il faut savoir qu'un réacteur, le mode de fonctionnement, c'est tous les 10 ans, la SN passe chez vous et vous dit, je regarde, etc., à quoi ça ressemble votre truc
ok, je vous signe, ou je vous signe pas, pour 10 ans de plus, ou je signe, et ce qui est en général ce qu'ils font, à condition que vous me changiez ceci, 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 ceci et cela. Voilà, c'est en général comme ça que ça marche. Et mais eux, on les a déjà, ces réacteurs-là. Oui, on les a déjà. Mais ce que je veux dire, c'est que du coup, on peut les garder. Et il y a 10 ans, on n'envisageait pas de les garder aussi longtemps. Voilà, c'est juste ça mon propos. Et pour ce qu'on va faire derrière, en fait, le vrai sujet, c'est pas tant ce qui va se passer dans les 10 ans qui viennent, c'est qu'est-ce qui va se passer entre 2050 et 2100. C'est ça la vraie question. Parce que si on veut un système durable, on l'arrête pas en 2050. On va pas vous dire... moi, j'ai un plan pour en 2050. En 2050, vous serez encore vivant. Hein. Moi, c'est pas sûr, mais vous, oui. Puis, en 2051, je vous dis pas ce qu'on fait. Je vous dis pas si on sera capable. Bon, évidemment qu'on doit regarder plus loin. Donc, la vraie nucléaire, ça permet de voir plus loin, c'est ça? Mais tout, parce que pour l'éolien et le solaire, c'est pareil. Aujourd'hui, pour faire un système éolien et solaire, un réseau électrique avec de l'éolien et du solaire, vous avez besoin de fer, vous avez besoin de cuivre, vous avez besoin d'or, vous avez besoin d'argent, vous avez besoin d'étain, etc. Rien de tout ça ne se trouve en France aujourd'hui. Donc, réfléchir à 50 ans, ça demande de postuler sur qu'est-ce qui restera de la mondialisation, par exemple, à ce moment-là. Est-ce qu'on aura toujours la facilité à importer en grande quantité? Bon. Et aujourd'hui, ces exercices ne sont pas faits. D'accord? C'est juste ça que je voudrais dire. Donc, on a une fausse impression de scénario facile d'un côté et risqué de l'autre, alors que moi, ce que je dis simplement, c'est toutes les paris qu'on va pouvoir faire pour l'avenir comportent des risques. Tous, absolument tous. Et ce qui est difficile, parce que c'est compliqué dans un débat public de faire de l'arbitrage de risque, les gens ne sont pas habitués à ça, il faut bien expliquer, c'est long, c'est technique, voilà. Mais en fait, malheureusement, on arrive à une époque où tout ce qu'on va pouvoir faire, c'est de l'arbitrage de risque. Bonsoir, j'ai une question sur les certificats carbone. Connaître votre position, à savoir est-ce que vous achetez, sans mauvais jeu de mots, le fait d'encourager des projets qui sont censés... permettre de capter du carbone et, à contrario, qui, à nouveau, monétise le carbone. Voilà. Alors, si ça vous intéresse, que vous avez des insomnies, il y a sur le site de Carbone 4 une page qui s'appelle Net Zéro Initiative. Et vous verrez, c'est la proposition d'un référentiel dans lequel on a considéré 3 compartiments pas fongibles entre les émissions réelles qui prennent place dont dépend une activité, par exemple Carbone 4, par exemple l'Université de Genève, par exemple un restaurant. Les émissions qu'on appelle évitées, qui sont les émissions que vous pouvez éviter chez vos clients quand vous leur vendez des produits ou services qui leur permettent de baisser leur propre empreinte carbone. Par exemple, vous avez un service de réparation de vêtements, vu qu'on avait des vestes rapiécées au coude, là ça me rappelle mon père, c'est très bien, ça évite de jeter des vestes. Donc, si vous proposez ce genre de service, vous pouvez calculer les émissions évitées par le fait qu'une partie de vos clients n'achèteront pas des vêtements neufs. D'accord? Ces émissions évitées. Ça, c'est séparé des émissions induites. Et enfin, vous avez une 3e catégorie qui est le carbone séquestré, qu'on considère comme étant non fongible avec les émissions induites. Et alors, un truc que j'ai dit souvent, c'est la neutralité ou la compensation. Pour moi, c'est un anesthésiant mortel, parce qu'à partir du moment où, dans une entreprise, vous dites « j'ai compensé avec des certificats et je suis neutre », vous avez envoyé à vos salariés le message que vous vous êtes tiré d'affaire et que ce n'est pas la peine de vous creuser la cervelle, alors que vous êtes tout autant dépendant des émissions de gaz à effet de serre qu'avant. Donc imaginons que vous êtes chez un constructeur de voitures à essence, vous dites « j'ai acheté des crédits, j'ai compensé, j'ai plus de problème ». Bien évidemment, vous avez un problème, parce que si l'Europe interdit les véhicules à moteur thermique, vous avez beau avoir compensé, vous êtes quand même un tout petit peu dans la mouise. Donc, la compensation, en fait, c'est quelque chose qui est un anesthésiant. Ça conduit juste à dire aux forces vives d'une entreprise ou d'une municipalité, surtout ne faites rien, le problème est déjà réglé. Sans compter que quand vous regardez en plus dans le détail les méthodes de comptabilisation pour la séquestration du CO2 ou des émissions évitées, 9 fois sur 10, vous avez quelque chose qui ne tient pas la route. Vous avez des conventions qui ne sont pas adaptées aux problèmes que vous êtes en train de traiter. Donc c'est évidemment très bien d'encourager des projets de reforestation, d'émissions évitées, etc. Il faut le faire, mais il ne faut pas que ce soit une excuse absolutoire pour ne pas s'occuper par ailleurs de ces émissions induites. Alors il y a évidemment des cas de figure un peu... si vous êtes un fabricant de vélos électriques, votre premier problème, c'est quand même de substituer des voitures. C'est pas tant de limiter au maximum. De toute façon, vous n'allez pas y arriver. Plus vous vendez de vélos pour éviter des voitures, plus votre empreinte carbone va augmenter, de toute façon, parce que vous n'allez pas faire des cadres en bois et des chaînes en balsa. Donc, bon. Globalement, pour une entreprise ordinaire, il faut s'occuper séparément des 3.
et surtout ne pas les rendre fongibles parce que ça vous brouille la vision. Voilà. Et tout ça est détaillé dans une méthode qui est en libre accès, qui s'appelle Net Zero Initiative, qui est disponible sur le site de Carbone 4.